Lorsque nous pensons aux pyramides, il est probable que l'Égypte soit le premier pays qui nous vienne à l'esprit. Cependant, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que le Soudan est en fait le pays qui possède le plus de pyramides au monde, avec plus de 220 pyramides encore debout aujourd'hui. Ces pyramides ont été construites par le royaume de Kush, qui a régné sur certaines parties de l'actuel Soudan d'environ 800 avant Jésus-Christ à 350 après Jésus-Christ. Les pyramides nubiennes, comme on les appelle souvent, sont plus petites et plus abruptes que leurs homologues égyptiennes, beaucoup d'entre elles mesurant environ 20 mètres de haut. Elles ont été construites à l'aide d'une combinaison de gros blocs de grès et de briques de terre, et ont servi de tombeau aux rois et aux reines du royaume de Kush. Malgré leur importance historique et leur valeur culturelle, les pyramides du Soudan ont reçu beaucoup moins d'attention et de reconnaissance que celles d'Égypte. Dans l'ancien Soudan, à l'époque des pyramides, il y avait une reine puissante et juste nommée Amanirona, connue pour sa sagesse, sa bravoure et son amour pour son peuple. Le légendaire empereur romain César Auguste se trouvait sur l'île grecque de Samo, préparant une importante expédition en Syrie, lorsqu'il reçut des envoyés du royaume de Kush, dans l'actuel Soudan. La journaliste Célina O'Grady raconte dans son livre Endman Created God que les ambassadeurs ont présenté à Auguste un faisceau de flèches en or et lui ont transmis le message suivant: « La Candace t'envoie ses flèches, la Candace vous envoie ses flèches. » Candace est l'orthographe latinisée de Kandak, le terme couchite pour « reine ». Ils ajoutent que l'empereur a le choix entre deux options pour considérer l'offrande: si vous voulez la paix, ils sont un gage de sa chaleur et de son amitié. Si tu veux la guerre, tu en auras besoin. Pour une reine africaine, lancer un tel ultimatum à l'homme le plus puissant du monde aurait été considéré comme une grave insulte. Après tout, Auguste avait presque à lui seul transformé Rome d'une république en un empire, et le territoire sur lequel il régnait désormais s'étendait du nord de l'Espagne jusqu'à l'Égypte, en passant par certaines parties de l'Europe centrale. Ces légions portaient des cuirasses de bronze et maniaient des lances, des épées et des javelots, des armes bien supérieures aux hachettes que portaient les Couchites. En outre, Kush possédait de nombreuses ressources naturelles, telles que des mines d'or, du fer et de l'ivoire, qui auraient pu enrichir les trésors de Rome, incitant Auguste à attaquer, même sans l'insulte. Mais cette reine couchite, que le géographe et historien grec Strabon d'Amasie décrivait comme une femme de type masculin et aveugle d'un œil, s'était révélée être un ennemi redoutable pour le « Fils de Dieu », titre donné à César Auguste. En réalité, il s'agit moins d'un traité que d'une reddition. Auguste se soumet à toutes les exigences de la reine Amanirona, notamment que les Romains se retirent de tous les territoires couchites qu'ils avaient occupés et qu'ils s'engagent à ne plus jamais chercher à percevoir de taxes ou de tribut de son royaume. Cette concession remarquable de la part de l'homme le plus puissant du monde montre à quel point la reine borgne était crainte et respectée. Kush faisait partie d'une région située en dessous de l'Égypte et connue sous le nom de Nubie. Contrairement à ce qui se passait dans la plupart des pays du monde à l'époque, les femmes y exerçaient un contrôle important. Dans la vallée nubienne, le culte de la reine de toutes les déesses, Isis, était primordial et la Nubie a connu plusieurs souveraines au cours de son histoire. La reine Amanirona a régné sur la Nubie de 40 à 10 avant Jésus-Christ. Son trône se trouvait dans la ville de Meroé, et c'est de laquelle et son mari, le roi Teriteka, présidait le riche royaume. Janice Canrin, conservatrice de l'art égyptien au Metropolitan Museum, écrit que, du fait de sa position d'intermédiaire entre le monde méditerranéen et l'Afrique subsaharienne, la Nubie était un point de transit essentiel pour les produits de luxe tels que l'ivoire et les objets exotiques. L'or, que l'on trouve dans les déserts de Nubie et qui était très prisé par les Égyptiens, revêtait une grande importance. Pour satisfaire les exigences d'une population friande de luxe, les Égyptiens dépendent fortement du commerce avec Meroé, que contrôle la reine Amanirona. Son palais labyrinthique, dont les salles massives aux voûtes de briques sont tapissées de feuilles d'or, est un entrepôt rempli de gros blocs d'or et de défenses d'ivoire. Elle troque ses trésors contre des marchandises en provenance d'Égypte, notamment des étoffes, du maïs, des bols en bronze et des objets en verre. 10 ans après le début du règne d'Amanirona, le paysage politique change lorsqu'Auguste prend le contrôle de l'Égypte sous l'emprise de Marc-Antoine et de Cléopâtre. Il se proclame empereur et fait de l'Égypte une province romaine. Il se trouve désormais à la porte de la reine Amanirona. Avant de quitter l'Égypte pour poursuivre sa quête de nouveaux territoires, Auguste nomme un collègue militaire nommé Gaius Cornelius Gallus,
un poète et chevalier romain avec lequel il entretient des relations étroites, et lui donne le titre de Praefectus Alexandriae et Aegypti, préfet d'Alexandrie et d'Égypte. Un an seulement après la conquête, les Égyptiens du sud se rebellent contre la domination romaine, ce qui amène Corneille à diriger ses forces vers le sud pour réprimer la dissidence. Après avoir rétabli l'ordre, il pénètre dans la Nubie d'Amanirena et revendique l'île de Phila. Il soumet un dirigeant local à l'autorité romaine et, en échange de son hommage à Rome, il donne à ce dynaste le puissant titre de Tyrannus, tyran. En signe d'intimidation et d'égo, Corneille fait inscrire ses exploits sur une grande tablette de pierre érigée à Phila. Pour faire connaître sa renommée, il énumère ses victoires en latin, en grec et en égyptien hiéroglyphique. Le monument, daté du 16 avril 29 avant Jésus-Christ, se lit en partie comme suit: Gaius Cornelius Gallus fils de Gnaeus, cavalier romain, premier préfet d'Alexandrie et d'Égypte après la défaite des rois par César fils du divin, et vainqueur de la révolution de Thébaïde en 15 jours. La reine Amanirna accepte à contre-ségur l'annexion d'une partie de son royaume. Reconnaissant la suprématie militaire des légions romaines, elle constate qu'il n'est pas encore temps de se battre. Au lieu de cela, elle observe attentivement les mouvements de l'ennemi. Peu après, les Nubiens des régions annexées commencent à se plaindre du Tyrannus. Sur ordre de Cornelius, il imposait des taxes accrues aux commerçants qui apportaient des marchandises à la frontière et revendiquait des droits fiscaux sur les communautés nubiennes autonomes alliées à Cush. Cornelius, quant à lui, continue de célébrer ses exploits par des monuments grandioses. L'historien romain Cassius Dio, qui vécut de 155 à 235 après Jésus-Christ, décrit comment il a érigé des images de lui-même pratiquement partout en Égypte et inscrit une liste de ses réalisations, même sur les pyramides. Ces extravagances n'étaient pas vues d'un bon œil à Rome, où la consigne était de glorifier l'empereur, et non ses subordonnés. Cassius ajoute que Corneille se livrait à un grand nombre de commérages irrespectueux sur Auguste et se rendait par ailleurs coupable de nombreuses actions répréhensibles. Il suffit de dire qu'il était en froid avec l'empereur Auguste, qui finit par le priver de ses droits et par dresser de nombreux actes d'accusation à son encontre. Le Sénat romain vote à l'unanimité sa condamnation devant les tribunaux, son exil et la privation de ses biens. Accablé par ces sombres perspectives, Corneille s'est suicidé avant que les décrets n'entrent en vigueur. Pendant et après l'époque de Corneille, le gigantesque empire romain n'a cessé de s'étendre. Il était donc difficile pour Auguste de surveiller tous les coins de son royaume en même temps, ce à quoi la reine Amanirna était très attentive. En 26 avant Jésus-Christ, l'empereur Auguste nomme Aelius Gallus, un autre chevalier romain, au poste de préfet d'Égypte. Gallus est à peine installé que l'empereur lui ordonne d'entreprendre une expédition militaire en Arabie. 3 légions complètes, soit environ 15 000 soldats, avaient été postées en Égypte pour assurer la sécurité de la province, mais sur ordre d'Auguste, un grand nombre d'entre elles furent transférées en Arabie pour aider à assurer la sécurité de ce territoire nouvellement convoité. La reine Amanirna a ainsi l'occasion de défier le pouvoir de Rome. Alors que les troupes romaines sont retirées d'Égypte, la reine Amanirna rassemble son armée pour libérer son peuple du nord de l'autorité romaine. Avec le roi Teriteka, il commande une armée de 30 000 guerriers de Cush, qui marchent le long des vasières du Nil et pénètrent en Égypte. L'historien Cassius Dio raconte dans l'histoire romaine que l'armée méroïtique s'avança jusqu'à la ville appelée Éléphantine, avec Candace pour chef, ravageant tout ce qu'elle rencontrait. Ils s'emparèrent de toute la région de Triacontachuano, y compris Syène, Phila et Éléphantine, soit un territoire de 200 000 carrés. Strabon ajoute que dans ces villes, les Couchites réduisirent les habitants en esclavage et jetèrent les statues de César. Ils se retirent ensuite vers le sud avec du butin, des prisonniers romains et des milliers de captifs égyptiens. En guise de dernière insulte, ils coupent et emportent la tête d'une statue d'Auguste. À son retour à Méroé, la reine Amanirna a pris la tête de bronze, avec ses cheveux en désordre, ses oreilles protubérantes et ses yeux de verre coloré étonnamment ouverts, et l'a enterrée sous les marches de l'entrée d'un temple dédié au dieu Amon. David Francis, responsable de l'interprétation au British Museum, a déclaré dans une interview accordée à Culture 24 que, en enterrant la tête, les Méroïtes s'assuraient que tous ceux qui entreraient dans le bâtiment fouleraient aux pieds cette image de l'empereur Auguste, perpétuant ainsi rituellement leur victoire sur les Romains. C'était le rappel quotidien de la reine qu'elle avait triomphé de l'homme le plus puissant du monde.
La victoire couchite ne dure pas longtemps. Lorsque la nouvelle parvient à Alexandrie, le gouverneur par intérim Gaius Petronius se met en route avec une cavalerie de 800 hommes et 10 000 fantassins romains. L'armée couchite s'est alors retirée dans la ville de Pselchi. Pétrone les poursuit, envoyant des émissaires pour exiger le retour des captifs. Mais les envoyés sont désorientés. Ils constatent qu'il n'y a pas de chef à la tête des guerriers. Ils entendaient par là qu'il n'y avait pas de chef masculin. Le roi Tériteka était mort subitement de maladie ou de blessure, et il ne pouvait tout simplement pas comprendre qu'une reine gouvernait seule les Couchites. Pourtant, Cush avait bien un chef, et elle n'avait pas fini de se battre. Les guerriers de la reine, rassemblés à Pselchi, s'avancent au combat, chacun portant un grand bouclier oblong en peau de bœuf brut et armé d'une panoplie de haches, de piques et d'épées. Ils sont presque 3 fois plus nombreux que les Romains, mais Strabon rapporte qu'ils sont mal rassemblés et mal armés, par rapport aux légionnaires lourdement armés et bien entraînés. Les Romains les poussent à la retraite et de nombreux guerriers couchites s'enfuient vers la ville ou le désert. Certains guerriers s'échappent du champ de bataille en se jetant dans le Nil. Ils espéraient tenir une position défensive sur une petite île, mais les Romains s'emparèrent de l'île à l'aide de radeaux et de bateaux et les firent prisonniers. Cette fois, les Romains, enhardis, ont envahi le territoire couchite bien plus profondément qu'auparavant. Pétrone capture également certains des généraux de la reine Amanirenas, qui l'interrogent sur leur structure de commandement. Ils lui répondent que le Candac est le chef de leur royaume. Mais ils détournèrent également son attention en lui racontant l'histoire d'un chef masculin. Les généraux informèrent Pétrone qu'Aquinidad, fils de la reine Amanirenas, était basé dans la ville septentrionale de Napata, leur ancienne capitale et ville sainte, qui abritait d'importants temples et cimetières royaux. À l'insu de Pétrone, il s'agissait d'une ruse, car les souverains couchites avaient délibérément quitté Napata des centaines d'années auparavant. Pétrone se dirigea avec confiance vers Napata, persuadé qu'une victoire lui permettrait de soumettre les couchites pour de bon. Il découvre que le prince Aquinidad n'est pas là et que la véritable capitale, Meroé, se trouve à plus de 330 miles au sud. Furieux d'avoir été trompé, il brûle la ville et rassemble ses occupants pour les ramener en Égypte comme esclaves. Mais la ruse de la reine a fonctionné. Pétrone a marché si loin qu'il n'a plus la capacité de lâcher son armée sur le véritable souverain du royaume. Il avait déjà parcouru plus de 570 miles depuis Syène, une distance presque aussi longue que toute l'Égypte. Strabon écrit que Pétrone décida que les régions au-delà seraient difficiles à traverser. Cassius Dio ajoute qu'il n'y avait aucun avantage à rester là où il se trouvait avec toute sa force, et il se retira donc, emmenant avec lui la plus grande partie de l'armée. Mais la reine Amanirenas et ses forces ne partageaient pas son sentiment d'épuisement. Elle contre-attaqua avec vigueur, poursuivant férocement les Romains qui battaient en retraite jusqu'à la ville fortifiée de Primi, située au sommet d'une colline. La reine elle-même était une présence redoutable sur le champ de bataille. Son caractère masculin, comme l'a décrit Strabon, faisait référence à sa présence en tant que chef de guerre. Elle dominait ses troupes, arborant 3 cicatrices faciales sur les joues, indicateur de la beauté physique des reines de Meroé, que certaines femmes soudanaises portent encore aujourd'hui. Lors d'une bataille, alors qu'elle affrontait les Romains, un soldat ennemi blessa la reine, la rendant aveugle d'un œil. La description de la reine par Strabon comme étant masculine correspondait à la manière dont les Gréco-Romains considéraient les dirigeantes puissantes. Le professeur Brittany Wilson écrit dans Unmanly Men que les Grecs et les Romains dépeignaient les reines étrangères sous un jour négatif et considéraient même les dirigeantes comme un signe de la barbarie d'une nation. Ces reines étaient souvent dépeintes comme des femmes viriles qui dépassaient les limites du comportement féminin approprié. Le gouverneur Pétrone méprisait également le nouveau handicap de la reine. À partir de ce moment, il l'appela par dérision la borne Candace, jugeant que sa vue déficiente était le reflet de son manque de perspicacité en tant que dirigeante. Une fois de plus, ces hommes ont sous-estimé la reine Amanirenas. Une fois sa blessure guérie, elle retourna au front. La perte d'un œil au combat rendit Amanirenas plus forte et plus courageuse. Mais ses souffrances ne sont pas terminées. Lorsque ses troupes atteignirent Daca en 24 avant Jésus-Christ, affrontant les Romains pour assurer la souveraineté de Cush, son fils, le prince Aquinidad, fut tué au cours de la campagne. Elle avait perdu son mari, son œil et maintenant son fils. En tant que chef, nombre de ses guerriers avaient été tués au cours du combat, ses généraux et certains de ses concitoyens avaient été enlevés, et sa ville de Napata avait été mise à sac et rasée. Et la guerre était loin d'être terminée. Il ne lui restait plus qu'une chose à défendre, son royaume. Nourri de chagrin et de colère, la Candac, désormais aveugle d'un œil, continua à se battre. Jusqu'à présent,
la reine Amanirona et ses troupes avaient mené une guerre défensive, visant à empêcher les Romains d'annexer définitivement une partie de son royaume. Mais après la destruction de Napata et la mort du prince Akinidad, il passe à l'attaque. Au cours des 2 années suivantes, elle s'est battue avec tout ce qu'elle avait à offrir. Son intrépidité a même forcé l'admiration de Strabon, qui a déclaré « Cette reine a un courage supérieur à celui de son sexe ». En 22 avant Jésus-Christ, elle réunit une deuxième force de milliers de combattants couchites et marche vers les troupes romaines qui ont établi leur camp à Primi, aujourd'hui frontière de l'Empire romain. Il s'agit d'un affrontement aux proportions épiques. D'après la géographie de Primi, il est presque certain que les guerriers couchites ont entièrement encerclé Pétrone et ses hommes. Cependant, les Romains disposaient d'un grand nombre de balistes, d'anciens canons qui, bien que moins meurtriers que les armes militaires d'aujourd'hui, pouvaient toujours tirer des fléchettes mortelles sur de longues distances. Un assaut frontal de la reine Amanirona était donc pratiquement impossible, elle aurait perdu d'innombrables guerriers. Pétronius est encerclé et n'a aucun moyen de s'échapper. Une impasse. Pétrone souhaite ardemment un cessez-le-feu. Depuis qu'il était devenu préfet d'Égypte, la reine Amanirona l'avait inlassablement engagé dans la guerre, ne lui laissant pas un instant de répit pour s'acquitter de ses tâches administratives de surveillance des impôts, ni même assez de temps pour participer aux fêtes, aux courses de chars et aux parties de chasse auxquelles s'adonnaient les nobles d'Alexandrie, plus tranquilles. Et maintenant, il était pris au piège dans une ville située au sommet d'une colline, sans apparemment aucun moyen de s'en sortir. Comprenant qu'il n'y a pas d'issue, Pétrone exhorte la reine Amanirène à rencontrer l'empereur Auguste en personne pour régler la question. Les guerriers de Meroé répondirent avec fierté, ils affirment en plaisantant qu'ils ne savent pas qui est le César, ni où ils peuvent le trouver. Pétrone, qui n'appréciait sûrement pas la plaisanterie mais était désireux d'échapper à la situation difficile dans laquelle il se trouvait, a répondu en les escortant jusqu'à l'île grecque de Samo, où l'empereur se préparait à une expédition en Syrie. Robert Stephen Bianchi, égyptologue de renom, écrit dans Daily Life of the Nubian que l'on pense que c'est la première fois dans toute l'histoire de l'Afrique que des diplomates représentant un souverain d'Afrique noire indépendant de l'Égypte se rendent en Europe pour trouver une solution diplomatique. En envoyant ses émissaires et en ne se rendant pas personnellement sur place, Amanirona s'est montrée supérieure à l'empereur et à Rome. Elle ne daignait pas parcourir des centaines de kilomètres pour négocier, elle avait des gens qui pouvaient le faire pour elle. Et la reine borgne en sortit victorieuse. La guerre de 5 ans avait coûté aux Romains beaucoup d'hommes et d'argent, la poursuite de la guerre avec la tenace reine Amanirona ne figurait pas parmi les priorités impériales. Lors du traité de Samo, en 21 avenue Jésus-Christ, César Auguste déclare que Cush est souveraine et renonce à toute demande de tribut. Les troupes romaines évacuent Primi et cèdent aux Couchites les régions situées dans la partie sud de la bande des 30 000. Elles se retirent vers Dodocas-Chouano, qui devient la nouvelle frontière. En même temps qu'il signe le traité officiel, Auguste ordonne à ses administrateurs de collaborer avec les prêtres de la région à l'agrandissement d'un temple à Kalabcha et à l'édification d'un autre à Dendur, afin d'apaiser le peuple nubien. Les forces couchites ne prêtent pas la même fidélité aux idoles romaines. Alors que les troupes de l'empereur se retirent, les combattants de la reine renversent les statues d'Auguste placées dans les villes occupées. Les forces couchites ne prêtent pas la même attention aux idoles romaines. Alors que les troupes de l'empereur se retirent, les combattants de la reine renversent les statues d'Auguste placées dans les villes occupées. Bien que la guerre ait été longue et sanglante, les Couchites sont désormais libres. La reine Amanirona a épargné à son peuple des siècles de domination en résistant à la conquête. Contrairement à tant d'autres royaumes d'Europe, d'Afrique et d'Asie, elle ne céda pas son territoire et ne paya pas de tribut à Rome. Son royaume était le sien, et le sien seul. L'ampleur de